Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour les débats. Commenter l'actualité avec aujourd'hui Éric Tegner, journaliste, directeur de la rédaction du média en ligne Livre Noir. Mathis Brasca, vous êtes étudiant en sciences politiques. Alex Darmon, journaliste politique. Votre chaîne YouTube Les Indécis est une chaîne de débat politique. Et Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne et éditorialiste sur Sud Radio tous les mercredis matins. Bonjour à tous et à toutes. À 11h, on sera en ligne avec le maire de Toulouse, Monsieur Moudinque, à propos de ce qui s'est passé, de ce qui se passe depuis plusieurs jours à Toulouse, à savoir des femmes en burkini qui vont dans les piscines de Toulouse sans y être autorisées. Donc on va voir avec lui s'il faut une loi nationale, comment il compte réagir. On va parler des toujours politiques, ces 2 jours d'ultimatum, ou en tout cas, je ne sais pas si on peut appeler ça un ultimatum d'Emmanuel Macron au groupe d'opposition. En tout cas, 68% des Français sont satisfaits qu'il n'y ait pas de majorité absolue. Et puis peut-être parler du retour du Covid. Est-ce qu'on doit prendre des mesures supplémentaires? Tous ces sujets avec vous. Commençons avec... on va commencer avec vous, Alex. C'est un sujet, oui, j'ai vu passer hier, effectivement. Non, moi je trouve ça effrayant, mais après, c'est pas un coup de gueule, c'est plus un coup de déprime. Je sais pas si vous avez vu Amazon qui a fait sa conférence de présentation sur ses nouveaux produits. Elle propose avec son enceinte digitale Alexa, je crois que c'est le nom, de pouvoir mettre une fonctionnalité qui permette de reproduire la voix de vos proches qui sont décédés, si vous le souhaitez. Donc elle fait l'exemple notamment sur cette conférence de presse avec une petite fille qui demande à sa grand-mère disparue de lui lire son histoire, et donc la voix robotisée se transforme progressivement en voix de la grand-mère des disparus. Donc c'est pas un coup de gueule, encore une fois, le progrès c'est super, c'est top et tout, mais c'est effrayant en fait de se dire c'est un coup de déprime en se disant en fait, la vie, c'est la vie, et la mort fait partie de la vie, c'est comme ça, il faut l'accepter, et il faut pas vouloir lutter à chaque fois contre ce qui est naturel, malheureusement. Et donc, ça veut juste dire, il parle d'ailleurs le mot qui est utilisé, c'est cloner la voix, c'est du clonage, donc reproduire la voix. Donc, on tend dans une société comme un peu dans les films de science-fiction, vous savez, où on clone les humains, là, on clone la voix. Donc voilà, c'était juste pour dénoncer un peu ça. Assez étonnant. Ça fait plusieurs années, depuis 2008, qu'on voit ce courant arriver avec Facebook, qui est en réalité un cimetière virtuel géant. L'idée des limbes, en fait, où on n'est jamais mort. Alors on peut cloner la voix, mais on peut discuter avec un mort, partager les photos aussi des moments clés, etc. Et c'est assez affreux parce que les limbes, c'est qu'on n'est jamais mort, on laisse pas partir le mort. Ça ne lutte pas contre la mort puisqu'on meurt de toute façon et c'est un processus naturel. Et derrière, je crois que ça va de toute cette construction de l'homme nouveau qui est terrible, avec le transhumanisme, avec la volonté de brouiller les pistes sur ce qu'est un humain finalement. Et moi je trouve ça hideux, comme l'ont été les idéologies totalitaires du XXe siècle sur l'homme nouveau. C'est aussi dangereux, aussi hideux et aussi grave que ce qu'a été la construction communiste ou nazie de l'homme nouveau. Donc il faut absolument lutter contre ces dérives. Pour moi, c'est des dérives. Éric Tegner. Alors moi, je précise déjà que si quelqu'un veut m'offrir ce cadeau, c'est hors de question, c'est à la poubelle directement. Moi, je rejoins ce qui est dit, c'est-à-dire qu'il y a une incapacité aujourd'hui de penser la mort. Et du coup de bien penser la vie, parce que je pense que les deux sont liés. À partir du moment où on refuse la mort, à partir du moment où on refuse de s'y projeter, on n'arrive plus à vivre aujourd'hui avec la vie, on n'arrive plus à accepter des libertés. Et je pense que la question autour des libertés est dépendante aussi de cette question. Et c'est vrai que c'est extrêmement inquiétant. Bon, c'est Amazon, peut-être que est-ce qu'il y a un projet derrière, ou est-ce que c'est juste un type au marketing qui est complètement délirant? Non, mais les Américains n'ont pas le même rapport que nous à la mort. Quand vous allez dans leur cimetière, il y a moi j'ai vu à Los Angeles, il y a des bornes en fait, vous tapez le nom de quelqu'un, il y a un écran, vous voyez la vie de la personne, quelqu'un vous raconte. On se croit un peu dans Final Cut de Robin Williams, qui a été fait il y a des années, où effectivement les gens, on leur met une puce dans le cerveau, du coup ils enregistrent tous les moments de leur vie, et au moment où ils meurent, il y a quelqu'un qui vient, qui récupère la puce, et du coup qui fait un film sur les moments de cette personne, et du coup ils tombent sur des moments effrayants. C'est-à-dire que c'est aussi la question de l'accès au cerveau, etc. Donc c'est la question des limites. Je pense qu'on n'arrive pas aujourd'hui à penser les limites. Oui. Vous êtes beaucoup plus jeune que nous, Mathis Brasca. Je sais pas, je suis beaucoup plus jeune mais au niveau de cette question de la mort, etc., moi je suis quand même étonné qu'ils arrivent à faire la voix d'une personne morte alors qu'ils n'arrivent toujours pas à faire la voix genre humaine d'une personne normale, tous ces assistants vocaux quand même. Donc je pense que c'est un petit peu un coup de bluff, ça veut dire que peut-être que dans 10 ans... parce que vous n'avez pas vu, il y a quelques temps, on a vu un homme, c'est en France, qui est atteint d'une maladie
maladie neurodégénérative. Et on a réussi à mettre sa voix. Vous savez, il a une maladie, le syndrome du papillon, maladie de... Oui. Il est emmuré dans lui, il ne peut pas parler, il ne communique qu'avec son œil. Tout est tapé sur un écran et cet écran est synthétisé et c'est sa voix qu'on a réussi à recréer. Je pense que dans le dernier Top Gun aussi, il y a un acteur qui est muet, qui est le meilleur ami qui a atteint d'un cancer de dents. Enfin, je vais pas tout spoiler. Et c'est une voix synthétique qui parle, qui a été recréée. Après, ils ont du mal ensuite lorsque c'est pour interagir vraiment avec la machine, quand c'est pas quelque chose qui est prévu pour un film, etc., d'avoir vraiment une voix naturelle. D'un côté, je comprends. L'autre, il y a des chercheurs qui disent qu'apparemment, ça pourrait aider un petit peu le deuil, etc. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est le rapport à la mort qui est différent. Je sais pas, je suis ouvert à ça. Je trouve, limite, je trouverais plus choquant que ce soit la voix de la grand-mère quand la grand-mère elle est pas et qu'on n'a pas envie d'aller la voir, quoi. Là au moins elle est morte. Et pour un enfant, niveau éducatif, c'est pas ouf. Moi, alors pour le coup, ça veut pas dire qu'on peut pas utiliser la technologie pour se projeter sur le passé. Ce qu'a fait Thierry Ardisson était fou. Absolument. On fait revivre des anciens acteurs, on leur fait vivre un peu ce qui pourrait se passer ici. Mais pourquoi aussi? Parce qu'en fait, c'est pas une nostalgie, c'est un jeu. Les gens en ont conscience. Effectivement, vous êtes tous les jours à vous remémorer des choses. La façon dont c'est vendu, c'est très différent. C'est pas encore vendu, hein. Non, c'est pas commercialisé. Quand je dis vendu, c'était au sens. Mais ils disent que pour le moment, ils ne veulent pas le commercialiser. Un ballon d'essai. Voilà, exactement. Comme le métavers. Alors, il nous reste à peine une minute avant le journal. Moi, je voulais vous dire que ce soir, l'événement, c'est sur Sud Radio. Castres-Montpellier, finale du Top 14, présenté par François Trio, Daniel Herrero. Donc, c'est à suivre et à ne pas manquer sur Sud Radio. Dernier match. Donc, j'espère que vous serez tous ce soir sur Sud Radio. Et puis un petit coup de cœur pour Yves Coppens, enfin gros coup de cœur pour Yves Coppens, immense paléontologue qui est décédé, qui a eu très peu de place dans la presse, je trouve, par rapport à son talent, par rapport à ce qu'il a apporté à ça. Je trouve qu'on a assez peu parlé. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis d'accord, on n'en a absolument pas parlé. Il y a eu trois lignes ici ou là. Et même dans les grands médias, notamment à la télévision, on n'en a pas du tout parlé. On est vraiment resté sur des polémiques très actuelles, alors que c'est quand même quelqu'un qui a découvert le premier Australopithèque. Et donc, ce qui a une place énorme dans toute la question de l'évolution de l'être humain. Il disait, j'ai l'impression d'avoir fait que ça, alors qu'il avait une immense carrière, mais c'est vrai que Lucie, ça a marqué. Ça va marquer l'humanité. Donc, coup de cœur et coup de chapeau à Yves Coppens. Bah oui, mais ça fait partie, je pense, de cette disparition de l'intelligence. Petit à petit, on la met aux marges, quoi. Et nos chercheurs, ont du talent. Et Yves Coppens est un géant. Et on est assis sur les épaules des géants, mais ça fait pas le buzz, donc on en parle pas. C'est paradoxal parce que pourtant on dit que de plus en plus les nouvelles générations, etc., s'intéressent à ce type de sujet, s'intéressent à l'environnement, et en même temps on a une capacité de rester quand même très terre à terre. Donc c'est pour ça, est-ce que dans le fond on s'y intéresse vraiment? Ou est-ce que c'est juste du marketing et du coup, en fait, on n'a pas le véritable enseignement des sciences, etc. Je pense que c'est plutôt ça. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous pour commenter l'actualité. À tout de suite, restez avec nous sur Sud Radio. Les débats avec vous, avec Éric Tegner, journaliste, directeur de la rédaction du média en ligne Livre Noir, Mathis Brasca, étudiant en sciences politiques, Alex Darmon, journaliste politique. Votre chaîne sur YouTube s'appelle Les Indécis, c'est du débat politique. Et Alexis Poulain, journaliste et directeur de la publication du Monde Moderne et éditorialiste sur Sud Radio tous les mercredis matins. On va continuer notre tour de table dans un instant, mais on est en ligne avec Jean-Luc Moudinque. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Vous êtes maire de Toulouse et on voulait vous avoir ce matin sur Sud Radio puisque la mairie de Toulouse est confrontée au phénomène du burkini. Ces derniers jours, des femmes se sont baignées en burkini à la piscine municipale Alfred Nakache. Le règlement interdit pourtant ces tenues dans l'espace baignade pour des raisons d'hygiène. C'est bien stipulé à l'entrée. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé et est-ce que c'est un fait nouveau chez vous à Toulouse ? Alors d'abord, il faut que je sois clair. La règle à Toulouse, c'est pas ce qui a beaucoup fait parler à Grenoble. Nous avons un règlement qui dit très précisément que pour les femmes, il faut un maillot de bain, une ou deux pièces. Pour les hommes, un slip de bain traditionnel, spécifique à la pratique de la natation, et un bonnet de bain. Voilà. Donc cette réglementation, elle s'applique depuis des années sans difficulté. Par contre, et je pense que c'est un petit peu à cause de tous les débats qu'il y a eu, les échos médiatiques qui ont eu lieu au sujet de l'affaire de Grenoble,
effectivement, ces derniers jours, il y a quelques femmes, très peu nombreuses, qui... c'est quoi, très peu nombreuses? Combien? Moins d'une dizaine. Donc, qui, effectivement, ont essayé d'entrer dans la piscine en burkini. Alors, une partie d'entre elles ont pu être identifiées et ont donc été empêchées. Puis, quelques-unes sont passées entre les mailles du filet. Voilà. Donc, forcément, ça crée beaucoup d'émoi, c'est normal. Et donc, j'ai été amené à rappeler la règle. La règle, mais est-ce qu'il faut, enfin, comment la faire appliquer, la règle? D'abord, il faut la rappeler. Il faut que les personnels soient très clairs, très fermes, très vigilants aussi. Il ne faut pas attendre que les personnes concernées soient dans le bain pour aller au-devant d'elles et leur dire que non, c'est pas possible, et qu'ils fassent un rappel au règlement. Ça se passe comme ça et les choses sont... Oui, mais enfin, on peut imaginer que si elles viennent en nombre, que c'est une opération aussi destinée à faire de la provocation et qu'elles ne vont pas accepter. Et que le but est peut-être aussi de chercher ce qu'on est en train de faire, le buzz, et à ce qu'on parle de ce qui se passe, et peut-être à chercher même à ce qui se passe des incidents plus importants. Vous avez raison, ce risque existe et croyez bien qu'on en est conscient. Dans ces cas-là, forcément, nous mobilisons nos agents, la police municipale s'il le faudra, pour empêcher ce type de contournement et de provocation. Parce qu'effectivement, la médiatisation donne parfois des idées à certaines personnes qui, vous avez raison, peuvent vouloir tomber dans la provocation. Ça, c'est pas acceptable. Oui, et une loi, est-ce que ça vous semblerait que ce soit une loi nationale? Est-ce que c'est possible et envisageable? Ça fait pas de mal une loi, mais je vous fais observer que sur le plan juridique, le règlement municipal toulousain, qui est donc un règlement municipal, il est en vigueur, il n'y a aucun problème juridique, et il suffit en droit. Oui. Ouais, je ne sais pas si l'un d'entre vous, Éric Tegner, vous voulez poser une question. J'ai une question pour Monsieur le maire. Est-ce que vous avez pu identifier ces personnes, savoir si par exemple elles font partie d'une association comme c'était le cas à Grenoble? Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous vous sentez soutenu par la population toulousaine? Parce que d'une certaine façon, si cette polémique avait eu lieu il y a quelques mois, peut-être que les titres auraient été sur l'exclusion d'une femme en burkini d'une piscine de Toulouse, et là vous auriez été mis sur le pas d'une certaine façon. Et donc peut-être que la décision du Conseil d'État vous a aidé, vous a préservé, protégé là-dessus la semaine dernière. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, ces personnes-là, moi je ne les connais pas à l'heure où je parle. Tout ça s'est produit hier, donc j'ai demandé une enquête, donc je ne peux pas répondre à votre question pour savoir qui elles sont, s'il y a une association, une organisation derrière ou pas, tant que je n'ai pas le résultat de cette enquête. Voilà, alors ensuite, vous avez raison, il y a une question d'opportunité, d'actualité, mais bon, pour moi, l'actualité ne change rien, il y a une position ancienne, il y a un règlement qui n'a jamais posé de problème ici, et donc il faut l'appliquer, nonobstant l'actualité ou la médiatisation. Oui, alors Alex Zarmont avait aussi une question. Monsieur le maire, justement, vous parlez de règlement. Moi, j'aimerais comprendre le règlement, c'est quoi? Parce que je lis dans la presse qu'en fait, on peut rentrer avec un burkini pour être avec ses enfants et les surveiller lors de leur baignade, mais qu'en revanche, on n'a pas le droit de se baigner avec ce burkini. Est-ce que vous laissez rentrer ces femmes en burkini dans la piscine et après elles ne se baignent pas, ou alors est-ce que c'est dès l'entrée, elles n'ont pas le droit de pénétrer dans la piscine? Le règlement, il est très clair. Il porte sur le fait de se baigner. Parce que le règlement, il a été bâti pour des raisons d'hygiène. Mais donc ça veut dire que vous ne pouvez pas, monsieur le maire, les interpréter. Non, mais ça veut dire effectivement qu'une personne peut rentrer à condition de ne pas rentrer dans le bain. Rentrer dans la piscine, oui, mais pas dans le bain. Voilà. Alors, compte tenu effectivement de l'actualité, moi ce que je souhaite, c'est que quand ça se passera, les agents aillent au-devant de la personne pour lui rappeler le règlement en disant voilà, vous entrez dans l'enceinte de la piscine ainsi habillée, pas de souci madame, si vous restez
aux abords de la piscine sans entrer dans le bain. Voilà ce qui sera rappelé. Les choses là-dessus sont également très claires. Il y a une forme d'hypocrisie tout de même, enfin d'hypocrisie oui, on sait aussi que ces burkinis sont aussi téléguidés par un certain nombre d'associations comme le rappelait Éric Tegner et que ce n'est pas une question que d'hygiène. Je sais pas si... D'ailleurs le Conseil d'État, ce qui était intéressant dans sa décision, contrairement à celle d'il y a 1 an et demi qui reposait uniquement sur la question d'hygiène qui justement avait créé l'ambiguïté, le Conseil d'État là parle clairement du problème du fait que c'est une revendication religieuse. Donc c'est pour ça, moi je m'interroge sur le fait que les gens qui nous écoutent doivent se dire en fait, nous on n'est pas contre le burkini parce que pour des raisons d'hygiène, on est contre parce qu'on n'a pas envie d'aller à la piscine avec nos enfants, c'est avec des enfants aussi qu'on y va, et de voir des revendications religieuses dans un terrain qui est censé avoir une neutralité religieuse. Oui, c'est ça. Un auditeur me dit il faut une interdiction totale, les accommodements raisonnables. On sait où cela mène, c'est le cas au Canada. J'ai juste une question pour Monsieur Moudin. Est-ce que si vous interdisiez justement la présence de burkini dans l'enceinte, est-ce que vous auriez le droit ou est-ce que le Conseil d'État ou le tribunal administratif pourrait vous l'interdire? Sur ce sujet, effectivement, je pense qu'il y aurait un débat juridique. Parce que, vous le savez, nous avons des pouvoirs, mais on ne doit pas commettre ce qu'on appelle des excès de pouvoir. Si on doit aller sur le terrain que vous dites, considérant que c'est un acte d'affirmation religieuse qui n'est pas fondé, alors effectivement, juridiquement, le maire, du moins c'est la lecture juridique que je fais, le maire aujourd'hui n'est pas armé juridiquement. Et à ce moment-là, ça renvoie sur la nécessité d'une loi de portée générale. Moi, je connais bien les Toulousains, les Toulousaines concernés. Je peux vous dire qu'il faut être très précis et très attentif. Considérer que ces personnes-là sont toutes sous emprise religieuse, avec une volonté de provocation, franchement, je ne crois pas que c'est la vérité. Je crois qu'il y a 2 phénomènes. Vous avez des personnes qui préfèrent se vêtir comme cela, sans pour autant être dans un militantisme religieux qui serait une atteinte à la laïcité. Et puis vous en avez d'autres, effectivement, qui sont dans une provocation anti-républicaine qui n'est pas acceptable. Mais ranger toutes ces personnes dans une seule catégorie, soit par naïveté, soit par, je dirais au contraire, étiquetage, en quelque sorte, je crois franchement que c'est une erreur. Donc, ça s'est produit plusieurs jours de suite, ces femmes qui sont venues en burkini? Écoutez, ça commence à peine là depuis quelques jours et je le répète, on parle de quelques personnes. D'accord. Mais on voit bien que le sujet est sensible. Vous avez 4000 personnes dans le bassin, pour que vous soyez. C'est la plus grande piscine de Toulouse. Donc, sur 4000 personnes, nous sommes en train de parler de quelques cas. Donc, attention là aussi à ne pas être dans des généralisations et à ne pas donner à cette problématique une dimension qu'elle n'a pas. D'accord, très bien. Merci Monsieur le maire d'être intervenu ce matin sur Sud Radio. Merci à vous et bon été. Merci. Oui, enfin, c'est pas neutre non plus. Peut-être un mot quand même sur... Moi, en fait... J'ai du mal à chaque fois. J'ai du mal à chaque fois à accepter les arguments qui vont dire on va lutter contre quelque chose juste parce que c'est de la provocation. À un moment donné, en fait, c'est quoi le problème de l'islamisation? C'est qu'il y a des provocateurs et il y a des militants. Et derrière, il y a plein de gens qui prennent des habitudes comme si c'était la normalité. Donc, il faut traiter l'ensemble. Après, individuellement, si par exemple, il y avait une condamnation, etc., évidemment, le juge, il va considérer qu'il ne va pas sanctionner ou mettre une amende à la personne qui a contrevenu au règlement parce que c'était pas de la provocation, ça on comprend. Mais ça n'empêche pas qu'à un moment donné, si on veut une neutralité de l'espace public ou de ces espaces de piscine, ce qui compte, c'est pas de juger les intentions. Et c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que ça va être compliqué. C'est-à-dire quoi? Que dès qu'on va se pointer dans une piscine, tout le monde va se dire, ah, peut-être qu'elle provoque,
provoque, peut-être qu'elle provoque pas. Je pense que ces questions doivent pas se poser et que ça ne sert pas du tout d'ailleurs les musulmans de France qu'on fasse ce genre de choses. C'est pour ça que je pense aussi que le même argument qui tend tout le temps à expliquer ce qui compte, c'est le droit des femmes, est faux, parce que à Grenoble, c'était une association de femmes. Et donc, on a fait ça pendant des années, et maintenant, il y a des femmes qui se pointent, qui ont et qui viennent et qui disent, bah écoutez, c'est mon choix, etc., mon corps, mon choix, voilà. Et donc, on est désarçonné en termes idéologiques pour lutter contre cela, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils connaissent très bien les limites justement de notre État, ils connaissent très bien les limites de notre laïcité, qui est très spécifique au niveau mondial, et donc ils la testent tous les jours. Et dans le fond, d'ailleurs, l'erreur, et je termine là-dessus, d'Éric Piolle à Grenoble, c'est qu'il a ouvertement assumé la revendication religieuse. S'il l'avait pas fait ouvertement, et s'il avait fait comme certains qui sont à Gennevilliers, certains qui sont à Rennes, etc., eh bien, je vous assure que le Conseil d'État, il aurait validé. Oui, absolument. Mathis. Juste au niveau de l'arsenal juridique pour traiter de ces situations, ça reste quand même aujourd'hui très compliqué. C'est-à-dire qu'on parle de neutralité de l'espace public, mais on sait tous autour de cette table que la neutralité, elle concerne aujourd'hui les agents de l'espace public et non les usagers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pas, et c'est là que le Conseil d'État a eu raison de mettre en avant quand même la spécificité religieuse en disant que on discrimine, on va dire, une obligation sanitaire au niveau de l'hygiène au nom d'une particularité religieuse. Là, ils ont eu d'accord. Mais après, parler de neutralité, pourquoi pas? Mais alors, il faut refaire toute la Constitution, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas armé pour traiter de ces spécificités. Absolument. On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Allez, on continue à débattre, à commenter l'actualité. On continue, on a un peu interverti parce que M. Moudin qui était disponible à 11h. Alexis Poulain, votre coup de gueule? Mon coup de gueule, c'est sur le vote de ces députés européens. Ouais, non, c'est plutôt tragique à pleurer. Bon, t'es député européen, t'as un boulot, you had one job, c'est de voter contre le pass sanitaire quand t'es contre. Eh ben, certains ont voté pour. Alors, ils sont pas trompés de bouton, c'est plus compliqué que ça, parce qu'en réalité, la loi se vote avec plusieurs lois dedans. Ils pensaient qu'en votant pour un texte en premier, le vote d'après aurait lieu, ils pourraient voter contre, mais en fait, le premier pour a fait le pour le deuxième. Bref, les excuses s'accumulent. Il y a quand même des groupes qui ont voté contre de manière très claire, qui ne sont pas trompés sur le bouton, et heureusement, globalement, les députés européens, dans leur majorité, ont validé le pass vaccinal, pas seulement pour un an, mais pour une durée indéterminée. C'est-à-dire qu'ils pourront le renouveler d'un claquement de doigts quand ils veulent. Ça n'augure rien de bon pour la suite. De toute façon, la question qui se pose, c'est comment on peut se tromper dans ces votes. C'est pas nouveau, hein, ça existe depuis toujours. C'était, c'était côté France Insoumise, notamment Manon Bry qui s'est excusé, qui a rétropédalé. Alors, ils peuvent ensuite changer leur vote, mais ça ne change pas le vote qui est enregistré. Donc, de toute façon, on peut se tromper, mais malheureusement, l'erreur est faite et elle ne changera rien. Le pass vaccinal est prolongé d'1 an. Vous savez, c'est cet outil qui permet de voyager de manière plus sereine et plus simple entre les pays européens dans l'espace Schengen, sachant que ça commence à craquer un peu de partout en disant est-ce que le pass vaccinal sert vraiment à quelque chose? Pour les députés européens, oui. Et c'est bien dommage, et c'est encore plus dommage quand des députés européens qui étaient contre se mettent à voter oui par erreur. Alors surtout, moi je voyage beaucoup, le pass vaccinal, franchement, il est à peine contrôlé. C'est fini. Dans les aéroports, tout le monde s'en moque. Il n'y a que certains pays très durs, je pense à la Thaïlande par exemple, où il faut aller avec un pass Thaï, etc. Donc ça c'est super compliqué. Un Thaï ou pass Thaï, c'est ça. Donc c'est vraiment là-dessus, ils veulent une assurance, vous devez payer une assurance qui vous couvre vos frais de 10 000 €, c'est la folie. Mais en France, rien du tout. Là, vous pouvez venir d'ailleurs avec un test aussi, parce qu'il y a le coup d'avoir le test. Il n'y a pas le QR code, donc ils regardent le truc qui est périmé de 3 mois. Non, franchement, ça dessus, c'est. Mais ce qui est intéressant en revanche sur Manon Bry, c'est que à un moment donné, si c'est un sujet quand même qui compte pour elle, elle fait attention, quoi. Et ça me surprend, mais ça rappelle aussi quand même une chose, c'est que le niveau des députés européens français est nul. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, des députés européens, quand on regardait les 5 dernières années avant les nouvelles élections législatives en France, c'était pas non plus glorieux. Bien sûr, mais en fait le problème, bien sûr, mais en fait au Parlement européen, il faut juger sur 20 ans, parce que justement, pourquoi les Allemands ils gouvernent? Parce que eux, ils ont des députés européens qui sont là depuis 4 mandatures. Donc les mecs, ils connaissent par cœur en fait le Parlement européen, l'administration, tout. Nous, on change tous les 5 ans. On envoie ceux qui en fait sont
les retraités au Parlement européen. Chaque année, on a le même débat que je suis en train de faire, mais chaque année, ça change pas et ça ne changera jamais. Faut pas s'étonner. Manon Aubry, elle est pas retraitée. Je trouve que nous, vous avez raison, on a un problème de pédagogie dans notre pays. Oui, mais qu'elle soit jeune, aussi jeune, tête de liste aux européennes, jamais les Allemands, ils auraient fait la même chose. C'est du marketing, c'est-à-dire qu'ils disent que l'Union européenne, ça compte pour eux, et en fait, ils en ont rien à faire, ils envoient des débutants. Je suis d'accord avec vous. Mathis, Brasca. Je n'ai pas d'opinion très arrêté sur pour ou contre le pass sanitaire. Après, moi, dans ma famille, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui se sont vaccinés qu'au moment où il y a le pass sanitaire qui est arrivé. Donc, ça a peut-être poussé certaines personnes à se vacciner. Aujourd'hui, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Pas vraiment. Après, c'est vrai qu'on rentre, et c'est terrible, j'ai envie de dire, dans une période où on a l'impression qu'on va avoir un virus par an ou un truc par an, etc. Plus que ça, Et au niveau, je réponds sur plusieurs trucs, et au niveau de la Thaïlande, etc., après, il y a plein de pays tropicaux où ils nous obligent déjà depuis des années à avoir des vaccins à jour pour arriver sur le territoire. Donc là, c'est vrai qu'ils sont hyper sécures et hyper safe sur le Covid, mais avant, c'était sur plein de trucs. Eric Tegner, oui, Eric, on n'a pas eu votre coup de gueule. Alors, pardon, mon coup de gueule, c'est vraiment, d'ailleurs, c'est aussi un coup de déprime, d'une certaine façon, c'est sûr. Alors, c'est un sujet qui est jamais passionnant, qui est toujours utilisé par les gens pour ne pas faire d'investissement, c'est le fait que la dette publique française est remontée à 114,5% du PIB au premier trimestre 2022. C'est intéressant quand on voit que Emmanuel Macron aussi et la majorité étaient un peu les garants du budget. Alors bien sûr, on peut penser à la crise Covid, mais tout ne vient pas de la crise Covid dans l'augmentation du budget. C'est bien aussi par le manque de réformes structurelles. Pourquoi j'en parle maintenant? Parce qu'en fait, il y a déjà aujourd'hui une augmentation des taux d'intérêt. Que cette augmentation des taux d'intérêt, si elle prend un point, ça peut nous coûter près de 40 milliards. À un moment où pourtant, on a le souhait de faire beaucoup d'investissements, je pense d'investissements aussi dans les questions environnementales, et que finalement, il aurait fallu passer sous les 100% de dette si on avait voulu justement engranger cela. Alors moi, je rebondis justement sur le discours d'Emmanuel Macron il y a 2 jours. Il disait qu'il ne fallait pas, pour faire les nouvelles dépenses, il ne fallait pas passer par les impôts. Et il ne fallait pas passer par une augmentation de la dette. Donc ça veut dire qu'il voulait passer par une augmentation de la croissance. À quel moment on va aussi créer de la croissance quand on est incapable d'investir? Moi je trouve que là-dessus, ces génies de l'économie ont assez peu de réponses. Ouais. Non, mais très juste, et c'est vrai que c'est assez inquiétant. Mathis, coup de gueule, qui est un sujet qu'on va développer. Bah oui, parce que depuis hier, on parle beaucoup de cette polémique autour de l'article du Point qui a révélé que Raquel Garrido et Alexis Corbière auraient employé une femme algérienne sans papier de 36 ans. Qui dormiraient sur leur canapé-lit et qui seraient payés par monsieur 150 € par semaine. Et il y a eu un tollé sur les réseaux sociaux. Il y a eu du coup Aziz Emouri, le journaliste. Tollé, c'est plutôt un tollé, pardon. Oui. D'un côté et un démenti ensuite sur les réseaux sociaux. Ça fait le buzz. Ça fait énormément le buzz. Il y a Aziz Emouri qui est le journaliste à l'origine de cette enquête extraordinaire qui a sorti des captures d'écran de discussions qu'aurait eu cette femme de ménage avec Raquel Garrido, qu'il a reçue par WhatsApp. Et finalement, le Point a décidé de retirer l'article parce qu'il y avait de sérieux manquements. Alors, de limoger ce matin, on a appris qu'il était renvoyé. De limoger ce matin ce brillant journaliste, d'ailleurs qui n'est pas sa première fois, qui commence à coûter quand même cher, aussi bien à la profession des journalistes en général qu'au Point, parce qu'il a quand même eu précédemment déjà des condamnations pour diffamation, des enquêtes qui étaient un petit peu inventées, etc. Non, mais c'est quand même incroyable. Ça veut dire qu'on a affaire à un journaliste qui dit aujourd'hui qu'il n'a jamais rencontré cette personne en vrai. Il a uniquement discuté par WhatsApp. Ça veut dire que n'importe qui peut discuter avec n'importe qui par WhatsApp. Et que ça a suffi pour bâtir toute une enquête alors que cette personne habite quand même à Bagnolet. Alors je ne sais pas, peut-être que ce monsieur n'a pas de voiture, mais il y a des Uber en France, il peut peut-être sortir de la ligne. C'est le b.a.-ba quand même du journalisme que de vérifier, ces éléments-là. C'est pas très compliqué. D'ailleurs, ça a été débunké, comme on dit, en très rapidement sur les réseaux. La photo de Raquel Garrido qui n'était pas exactement cadrée de la même manière. Enfin, il y avait plein de fautes d'orthographe. Mais voilà, juste la
polémique, du coup, ça participe un petit peu à ce pourrissement qui est parfois légitimé de la vie politique et aussi de l'espace médiatique. Après, j'ai envie de dire que si j'ai envie de parler de ça aujourd'hui, c'est parce que ce genre de polémique, elle salisse beaucoup les personnes, mais ensuite tout ce qui est désintox, le retour à la vérité, on en entend beaucoup moins parler. Donc c'est un petit peu important peut-être de rappeler aux gens qui n'ont pas vu l'information que cette histoire semble pourtant bien partie pour être fausse. Ben oui, elle est visiblement fausse. Alors, moi je trouve que... Éric Tegner, ça vous inspire quoi cette affaire ? Pour moi, c'est la responsabilité du point. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un journaliste, il peut faire des erreurs, il peut aussi faire des fautes. Exactement. Il y a une chaîne de supervision. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, celui qui a annoncé ça, c'est du coup le directeur de la publication, Étienne Grenelle. Mais Gernel, pardon. Il est même juridiquement responsable. Bien sûr. Oui. Donc là-dessus, d'ailleurs, Raquel Garrido, Alexis Corbière, ils ont été très clairs. Ils ont dit OK, c'est accepté, mais maintenant ils vont attaquer le journal et ils ont bien raison. Oui. Et je pense, je ne vais pas attaquer trop le Point, j'aime bien le Point, le magazine, mais ça arrive aussi assez souvent qu'ils veulent faire le buzz. Là, la différence, c'est quoi? C'est que Raquel Garrido, Alexis Corbière sont des personnalités connues. Moi, je pense à toutes ces personnalités, ça m'est déjà arrivé aussi à mon tout petit niveau, qui en fait vont avoir un article fallacieux de la part de grands journalistes, vous savez, mainstream, qui détiennent la vérité. Mais eux, parce qu'ils sont dans le camp du mal, personne ne va les défendre. Ça sera toujours écrit, ça finit sur leur Wikipédia, ils pourront jamais rien modifier et on va leur rappeler ça toute leur vie. Donc à un moment donné, ça aussi, il faut le rappeler et il faut la responsabilité, pas juste quand on est pris. Le deuxième élément, c'est que moi je trouve que cette polémique, après la polémique du Parisien il y a 3 semaines, qui ont clairement été les idiots utiles d'une arnaque immobilière. Moi, ça me dérange beaucoup. Mais vous avez raison. Donc là, c'est le Parisien, maintenant c'est le Point, demain ça va être qui? Donc je trouve que surtout, il y a quand même malgré tout, je pense qu'on peut dire une confiance dans le journalisme, puisque tout le monde s'engouffre et prend pour argent comptant ce qui est annoncé. Par exemple, ce couple d'escrocs, on ne peut pas les appeler autrement. Tout le monde a dit, c'est vrai que le squat, c'est quelque chose qui est insupportable, donc tout le monde s'est engouffré de bonne foi. Il y a un principe de confiance, c'est-à-dire si vous faites votre travail de journaliste, vous vérifiez les sources et vous sortez une information sourcée, vérifiée. Si la confiance est rompue, et c'est le cas depuis quelques années déjà, alors après, il faut arrêter de faire des lois anti-fake news, il faut arrêter de faire des lois de censure sur les réseaux sociaux, il faut simplement aussi faire un moment de l'autocritique d'une profession qui est en train d'essayer de survivre dans un monde où les GAFAM prennent le top du panier. C'est pas toute la profession, je suis d'accord. Toute la profession. Mais ça fait un mal à toute la profession, comme les affaires en politique. Alors, on va marquer une pause et vous répondrez, Alex Darmon. À tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à midi. Nous parlions de l'affaire Zemouri, ce journaliste du Point qui a révélé une fausse information sur le couple Garrido-Corbière. Ce journaliste vient d'être licencié par le magazine Le Point. L'article a été retiré et c'est vrai que c'est ce qu'on disait, ça jette un discrédit sur la profession. Éric Tegner, vous avez raison de rappeler qu'il y avait eu ce précédent il y a quelques... Alors, il y a eu aussi l'affaire du Pont de Ligonnès, aussi c'était le Parisien, l'affaire de ce couple d'escrocs qui a fait croire que son appartement, sa maison avait été squattée. Vous vouliez dire, réagir peut-être réagir, j'entends ce qui est dit, effectivement, il y a un discrédit sur la profession de journaliste qui est jeté de plus en plus. Certains journalistes, c'est comme tout, certains journalistes font mal leur travail, peut-être qu'il y a un problème de formation par rapport à avant, mais la majorité des journalistes aujourd'hui font correctement leur boulot. En tout cas, ils essayent de le faire du mieux possible. Et je peux vous dire qu'on vérifie nos sources, mes collègues et moi, on fait attention avant de publier une information, avant de poser des questions, en ayant des faits qui soient vérifiés. Malheureusement, maintenant, certains, vous avez comme cet individu, ici au Point, et Le Point plus généralement peut-être, effectivement, qui a un problème de méthode et de travail dans ce journal, jette le discrédit avec juste une information qui est maltraitée et qui est mal amenée. Mais moi, je combats cette idée comme quoi il y aurait une crise de confiance entre le journalisme et les Français aujourd'hui. C'est pas vrai, je suis désolé. Dans ces cas-là, on peut se dire que Twitter, tout le monde est journaliste sur Twitter. Et je peux vous dire que dans ces cas-là, sur Twitter, il n'y a que des mauvais journalistes parce qu'on y sort n'importe quoi. Mais donc voilà. Je vais être le relativiste de l'émission. Moi, ce que je reproche aux journalistes de façon générale, c'est pas de mal faire leur travail, c'est de laisser croire au public qu'ils connaissent la vérité, alors qu'ils savent très bien justement qu'ils n'ont pas les moyens de bien faire leur travail. C'est-à-dire que parce que c'est pas très compliqué. Bien sûr, de le faire correctement. Je parle de façon générale et de façon globale. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
le problème, c'est que le journaliste va venir en faisant comprendre à l'autre, je suis journaliste, j'ai ma carte de presse, donc je détiens la vérité. Ce qui fait que quand il y a 10% de choses imparfaites qui passent, voire 20%, eh bien ça passe comme une vérité. Et que beaucoup de gens ne peuvent pas se défendre. Je pense au Canard enchaîné, à un moment donné, quand ils vont sortir des choses qui vont être fausses ou partiellement fausses, qui dans le random, le petit politique, le petit influenceur, qui va faire un procès au Canard enchaîné? Et d'ailleurs, quand souvent on a... Vous pouvez faire un procès, mais ça coûte de l'argent, bien sûr, mais ça coûte de l'argent, énormément de gens. Et d'ailleurs, je vous le dis, moi, ça m'est arrivé aussi plusieurs fois, c'est que va y avoir des journalistes qui ont des très gros médias avec des gros budgets d'avocats et qui vous regardez et sous l'air provoquant vont dire t'as qu'à faire ton procès. Et quand vous entendez ça, vous vous dites voilà, mes 3 prochains mois ils vont être flingués, je laisse passer. Et la vérité, c'est que c'est aussi le pari souvent de se dire il y a quelque chose, on n'en est pas complètement certain, mais on sait que voilà, ça passe. Et je trouve qu'il y a beaucoup de genres de choses, parce qu'à un moment donné il faut publier aussi, ça c'est le but du journaliste, et les gens attendent de l'info vite. Le Canard enchaîné, ils sont plutôt extrêmement rigoureux. Oui, mais en fait je vais vous dire, ils sont très rigoureux sur les grosses infos. Mais sur les petits trucs, moi une fois ils ont sorti que j'étais à l'anniversaire de Marion Maréchal chez Le Pen. J'ai découvert qu'elle avait organisé une soirée chez Le Pen. C'est à un moment donné, les mecs ils vont écrire un truc en disant que quelqu'un était à une soirée, il est même pas au courant que cette soirée existait. Limite je l'ai appelé en lui disant tu m'as pas invité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mais ça fait pas un sujet suffisant pour que je porte plainte. En revanche c'est suffisant pour discréditer. Vous avez vu, machin, etc. Voilà. Et ça il joue. Ce qui est plus étonnant dans l'histoire du Point, c'est que Aziz Zemmouri c'est pas n'importe qui non plus. C'est quelqu'un qui a l'habitude de sortir effectivement des scoops, mais qui a été condamné quelques fois pour diffamation, en particulier contre Linda Kebab. Il y a eu un certain nombre. L'affaire Tapie. Enfin, ça commence à s'accumuler. Il me semble qu'on doit faire encore plus attention avec ce type d'informations. Mais c'est comme dans toutes les professions, il y a des brebis galeuses et ça jette le discrédit sur l'ensemble de la profession, malheureusement, en politique, dans la police et le journalisme aussi, parce que c'est des professions dans lesquelles on a besoin d'avoir la confiance. Si la confiance est rompue par un électron libre, qui malheureusement a une carte de presse, est dans une rédaction réputée comme Le Point, du coup c'est tout un problème plus global que celui-là, parce que c'est la chaîne de commandement, c'est la responsabilité et c'est la confiance rompue. Et ça, vous savez, c'est pas que ces métiers-là, mais une marque, c'est 10 ans à bâtir la confiance. Il suffit d'une affaire pour flinguer une marque. C'est pareil pour un métier, c'est malheureux, c'est comme ça. Et je crois que ça montre l'importance justement de la déontologie et de se rappeler la charte de Munich. Et il faut différencier se tromper et mal faire son travail, mal faire son travail sciemment. C'est-à-dire qu'il faut aussi que le journaliste et les lecteurs acceptent qu'à un moment donné, il faut sortir de l'info parce qu'il y a des choses très urgentes. On accepte qu'on puisse nous dire bah en fait tu t'es partiellement trompé, on rectifie, etc. Ça fait partie aussi de cette confiance avec le public. Ce que Mediapart n'a jamais fait. Hein. Mediapart ne s'est jamais excusé. D'ailleurs, Mediapart ne s'est jamais excusé de fausses allégations. Et depuis hier, Mediapart, ils sont ravis de faire des tweets et de communiquer sur le fait que eux, sur 250 procès l'année dernière, ils en ont perdu aucun, que depuis le début de Mediapart, ils n'ont perdu que 5 procès et ils relativisent justement ces 5 procès. Mais je vous dis, c'est technique du Mediapart, c'est qu'ils sont super charpentés comme ça. Et de toute façon, au téléphone, ils vous disent fais ce que tu veux. Nous, on a les avocats, ils sont super doués, super forts. Tout le monde n'est pas spécialisé là-dedans. Mediapart est un tout petit peu plus tendancieux et a eu plus de. Non, parce que vous avez tweeté sur l'oligarchie, puisque Le Point appartient à Pinault, Mediapart n'est pas tellement plus exemplaire sur un certain nombre de sujets. Mediapart a fait son beurre sur les affaires judiciaires et sur les fuites des dossiers d'instruction. Enfin, on rappelle l'affaire Baudis. L'affaire Baudis, oui, c'est gravissime. C'est un gros bug. Et il n'y a jamais eu d'excuse de la part de Plenel sur quoi que ce soit. Donc au moins reconnaître ça à Gernel, c'est de s'être excusé. Mais ils savent faire une chose, Mediapart, c'est qu'ils savent respecter un peu tous les codes qu'un journaliste doit respecter. Ça veut dire prévenir à l'avance, envoyer le mail, donner un temps suffisamment important pour avoir un droit de réponse, etc. Donc tout ça, ils savent le faire. Mais bon, ça ne veut pas dire que de toute façon, ils prennent en compte le truc. Gilles Gansman, qui est spécialiste des médias, me dit il faut
faut dire que c'était un article qui est paru sur le numérique et pas sur le print, et qu'il y a quand même une idée derrière de faire le buzz avec des clics. Et aujourd'hui, la presse veut faire du buzz sur le numérique. Donc je pense que la chaîne de contrôle, elle est beaucoup moins rigoureuse sur le numérique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Alex, que sur... franchement, c'est pas il a raison, Gilles, il faut le dire, parce que c'est vrai que sur le numérique, vous êtes là et vous publiez et vous générez du like et du partage, c'est du référencement. Bon bref, voilà, on va pas refaire l'histoire, mais c'est pas excusable quand même. Quand vous êtes directeur de la publication ou directeur d'une rédaction, vous devez contrôler ce qui sort de votre média, quoi qu'il arrive. Donc oui, ça va peut-être plus vite. Et c'est vrai que vous avez pas d'horaire sur le numérique. Vous pouvez publier comme vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le matin, le journal ou le soir qui doit sortir. Ça peut sortir à 13h13 si vous voulez. C'est réglé. C'est ça. Et vous balancez votre papier. Voilà, vous dites que vous pouvez le modifier à la marge. C'est ça, exactement. Vous pouvez re-rentrer effectivement dans votre plateforme et modifier et corriger si vous avez besoin de corriger. Il y a une question qu'on changeait comme ça. Et d'ailleurs, il y a une question qui pose problème sur la question du numérique, qui est que souvent ils envoient aussi des notifications. Moi, le point je connais bien parce que j'ai des mauvaises expériences de gens qui disaient justement on va respecter ton offre, on le respecte pas, etc. C'est les titres tendancieux qui n'ont rien à voir avec l'article. C'est le principe et ça même suffit pour flinguer quelqu'un. Mais c'est le principe même d'Internet. Mais vous savez ce qu'ils vous disent tous, les journalistes, à chaque fois vous allez les voir, ils disent c'est le service marketing. Non, mais à un moment donné, c'est pas moi qui ai fait le titre. Mais ils se cachent derrière cette structure et c'est pour ça que du coup, c'est la structure qui doit assumer ses responsabilités. On appelle ça des titres putaclic. Voilà, putaclic, exactement. C'était le cas et en tout cas, c'était assez grave et c'était important, je trouve, d'en reparler aujourd'hui. Et je trouve qu'il y a eu quand même, alors il y a des gens qui se sont réjouis de cette affaire concernant le couple Garrido-Corbière, mais il y a beaucoup de gens qui ont été assez prudents aussi, et on peut saluer là pour le coup les bienfaits d'Internet qui ont très très vite été sur le coup. Ou qui ont assumé de supprimer leurs tweets. Beaucoup de gens ont assumé de le faire, des gens qui pourtant sont sur des complètement anti-Garrido, etc. Mais il vaut mieux retirer son tweet quand on s'est trompé que de le laisser. Parlons politique. 69% des Français sont satisfaits qu'il n'y ait pas de majorité absolue. C'est la question qui était posée par IFOP Fiducial pour Sud Radio dans un sondage. Vous, personnellement, pensez-vous que l'absence de majorité à l'Assemblée est une bonne chose? Oui, répondent les Français. Aucun parti politique n'est sorti évidemment vainqueur de ce second tour. Mais c'est vrai que quand on interroge les gens, il y a un peu, Alexis Poulain, ce côté, je ne suis pas si mécontent que ça, que ça se passe comme ça. Qu'après 5 ans d'une assemblée, chambre d'enregistrement, les Français sont contents de retrouver une assemblée qui va être le lieu du débat parlementaire. C'est normal. Emmanuel Macron voudrait maquiller ça en crise institutionnelle parce qu'il n'a pas de majorité, mais ça arrive. C'est la 5e et je crois que les Français ont choisi par le vote de dimanche dernier de se rendre ingouvernable par Emmanuel Macron, justement. Et on brisait d'ailleurs le plafond de verre de la proportionnelle en envoyant 89 députés du Rassemblement national. Le message est clair. Et pareil pour la NUPS, le coup de Jean-Luc Mélenchon a fonctionné. Finalement, le ni droite ni gauche d'Emmanuel Macron n'a pas marché. On ne dirait pas que ça n'a pas marché, ça va fonctionner. Mais il a créé 2 oppositions fortes, et à droite et à gauche. Et maintenant, on va voir comment il va gérer. Alors, il y a eu son message lunaire de 8 minutes en disant, écoutez, je pars, je vous laisse 48 heures pour vous mettre d'accord avec moi. Après, on verra. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est normal qu'à un moment, les urnes parlent. Alors, avec un bémol énorme quand même, c'est le taux d'abstention de plus de 53%. Mais c'est normal qu'une assemblée représente aussi le vote des Français et qu'on n'ait pas l'entourloupe du « je suis face à Marine Le Pen, donc votez pour moi pour sauver la République ». D'ailleurs, très vite, le pacte républicain a volé en éclats. Gérard Larcher disant, et a raison, que 89 députés élus du groupe Rassemblement national, c'est pas hors cadre républicain puisqu'ils sont élus. Bien sûr. Eric ? Il faut aussi regarder les votes. Pourquoi, à un moment donné, Emmanuel Macron est aussi éloigné de la majorité absolue? Justement parce que dans le cadre de duel entre La République En Marche et le Rassemblement National, souvent le Rassemblement National a remporté la mise parce que l'électeur mélenchoniste se disait je me déplace pas. Et pourquoi je mets ça en avant? Parce qu'en fait, si Macron n'a pas fait la campagne législative, parce qu'il l'a abordée de façon extrêmement méprisante, c'est parce qu'il sait qu'on est dans un pays où depuis 20 ans, de toute façon, c'est toujours le même qui gagne, c'est toujours les mêmes qui gagnent, parce que justement, il y a le Front républicain. Donc je pense que la véritable grande nouvelle de cette élection qui fait trembler partout aujourd'hui, c'est le fait que le Front républicain est en grande partie terminé. C'est out. Et c'est là où justement, je trouve que Emmanuel Macron, sur son discours, c'était fou. Mais lui, il est en train de quoi? Il est en train d'essayer de donner la patate chaude et d'essayer de préparer une éventuelle dissolution. Mais tout le monde parle de dissolution. Mais à quel moment
Macron serait gagnant d'une dissolution. Moi, je ne vois pas. Il faut savoir que le Rassemblement national, ils ont failli gagner sur une quinzaine de circonscriptions supplémentaires à 300 voix près. Qu'ils ont gagné aussi en se disant de toute façon on ne perdrait jamais. Donc là, ils se disent tous ils peuvent gagner. Et les gens qui ne sont pas mobilisés parce qu'ils se disaient le RN, de toute façon, il gagne jamais. Donc ça ne sert à rien d'aller voter. Là, ils vont tous aller voter. Alors, vous n'êtes pas d'accord, Alex? Pour moi, il serait gagnant, s'il n'y a pas d'accord et de majorité, il serait gagnant à tous les moments d'une dissolution. Pourquoi ? Parce que là, il est bloqué. De toute façon, il est bloqué. C'est-à-dire que pendant 5 ans, s'il n'y a pas de dissolution... Il sera encore plus bloqué. Il a quand même à perdre. Il n'a rien à perdre. Il ne sera pas candidat en 2027. Il n'a rien à perdre. Il fera sa guerre. C'est pas sa guerre, mais la guerre en Ukraine, il s'occupera des questions internationales. Et puis dans 5 ans, le chaos, tout s'est mal passé. Vous avez eu le RN, vous avez eu la gauche pendant 5 ans. Moi, je suis plus là de toute façon dans 5 ans. Votez pour un nouveau candidat et celui qui arrivera derrière lui, limite, arrivera en position de force pour pouvoir reprendre le rôle de président de la République. Donc moi, je pense que effectivement, si demain, il décide de dissoudre l'Assemblée nationale, il aura tout à gagner. Mais je pense pas qu'il ait envie d'une humiliation. Surtout, étudions historiquement les différentes dissolutions. Celle qui s'est mal passée, c'est 97 parce que ça avait l'air politicien. Oui, mais donc en fait, vous êtes Jacques Chirac a gagné. Bien sûr. Donc ça veut dire que là, on va parier sur le fait que les gens vont croire que Macron ne fait pas ça pour des raisons politiques. Donc d'un coup, Macron va devenir ce qu'il n'a jamais été, ça veut dire sincère. Je pense que s'il explique que c'est le pays qui a voulu bloquer, alors que lui, pendant 5 ans, il acceptait très rarement de voter des amendements constructifs des Républicains, qu'il a absolument pas bossé avec les différentes oppositions, je crois pas que quand il va expliquer, écoutez, c'est les autres qui me bloquent, faut dissoudre, que les gens vont pas penser que c'est pour une raison politicienne. Et s'ils pensent que c'est pour une raison politicienne, ils peuvent lui donner une majorité, mais qui ira au-delà. Ouais, mais il est dans un 2e mandat, encore une fois. C'est son dernier mandat. Je vous dis, il n'a rien à perdre. Juste, il veut faire je suis désolé, il veut faire sa politique, ses projets de loi. S'il est bloqué, autant qu'il soit bloqué complètement. Et autant qu'il prépare 2022. Allez, on marque une pause. Mathis, vous nous direz ce que vous en pensez. À tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Nous parlons donc de la situation politique en France. Juste avant, vous signalez, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Éric Tegner, il y a des infos qui passent, et puis après, quand il y a un démenti, personne n'en parle. Jean-Michel Blanquer s'est fait taper dessus pendant 3 jours. Non, pas pour Ibiza, pour son poste à la Sorbonne. Alors je vois que, ça c'est Mediapart, Panthéon à sa Sorbonne a publié un démenti, enfin des précisions, en disant contrairement à ce que laisse croire l'article, aucune demande extérieure n'a précédé les échanges exploratoires avec M. Blanquer. Il est docteur de l'université Paris 2. Il a enseigné là. Aucune création de poste ad hoc n'est prévue. La procédure de recrutement applicable aux fonctionnaires sera strictement suivie. Donc là, ça c'est un truc que c'est une auditrice qui me l'envoie et je ne l'avais pas vu effectivement. Et donc, là c'est typiquement le genre d'info, si ce qu'il disait vrai. Ouais. Il n'y a pas d'éléments suffisamment objectifs pour faire un démenti à Mediapart et dire que en fait c'était un article fallacieux. Et c'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est sur le mot laisser croire. C'est la zone grise, voilà. Et c'est parler à l'esprit bestial des gens qui lisent et qui doutent toujours et qui vont se dire ils ont raison. Voilà. Alors Mathis, on revient à notre dissolution, notre cohabitation, notre machin chouette chose institutionnelle qui se passe actuellement. Non, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Ça veut dire que aujourd'hui on a excusez-moi, je suis un peu. Oui. Non, mais il fait très chaud dans le. J'ai hyper chaud. Dans le studio. Non, je suis un petit peu d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Mais vous pensez que la dissolution, ça pourrait l'avantager ? Il y a des gens qui ont dit aussi qu'il aurait pu dissoudre l'Assemblée nationale. Vous parlez de peut-être démissionner de son mandat de président pour revenir. Certains ont dit qu'il pourrait faire ça pour reconvoquer ensuite des élections législatives. Enfin, il y a plein de théories un petit peu grandiloquentes autour de ça. Je ne sais pas trop. En revanche, je suis d'accord pour dire que Emmanuel Macron a plus ou moins aujourd'hui tué le Front républicain. Ouais. Et il est responsable de ça. C'est-à-dire que durant cette campagne, notamment, pour la première fois, ils ont mis la NUP, enfin les forces entre guillemets de gauche, sur le même plan que le Rassemblement national, et même les députés, les candidats députés La République en marche, ensemble, n'ont pas forcément appelé à voter, ou ont dit qu'ils ne voulaient pas soutenir des candidats NUP. C'est quelque chose qui est vraiment nouveau, je pense. Après, les autres enseignements à tenir de ça, c'est que on peut avoir, entre guillemets, une Assemblée nationale proportionnelle sans faire passer la proportionnelle. C'est quand même assez surprenant. Et ça montre aussi peut-être que ce désir de proportionnel qui est
habité par les Français depuis des années et des années et qui est un peu la patate chaude des politiques qui se le renvoient à chaque fois, finalement, ça peut passer par les urnes aussi. C'est quand même intéressant et c'est peut-être finalement aussi le retour des partis. Ça veut dire que pendant longtemps, on s'est dit, ça y est, il y a l'Assemblée un petit peu caisse d'enregistrement, l'Assemblée Playmobil, comme disait François Ruffin. Et là, d'un seul coup, on a des forces politiques qui vont aussi avoir des financements, qui vont se reconstruire, etc. D'où le résultat du sondage. Quels que soient les sondages, les Français majoritairement sont plutôt... Mais voilà, est-ce que Emmanuel Macron, dans cette situation, n'est pas le pire ennemi de lui-même? C'est-à-dire que tout ce qu'il a défendu, le macronisme, en fait, se retourne totalement contre lui. Juste... Alex, bien évidemment, le Front républicain, il a participé à le tuer, Emmanuel Macron, il a même appuyé sur l'accélérateur dimanche dernier. Mais on ne peut pas dire, moi j'entends cette musique depuis des semaines dans les médias comme quoi c'est Emmanuel Macron qui a tué le Front républicain, c'est la République en marche, c'est législative. Mais enfin bon, rappelez-vous en 2017 ce que dit Jean-Luc Mélenchon entre les deux tours de l'élection présidentielle. Il fait exactement pareil qu'Emmanuel Macron en 2017. Rappelez-vous, il dit même rien, puisqu'il ne se prononce pas et il appelle son Parlement populaire à voter, je ne sais plus si c'est le Parlement populaire, mais bon bref, ses adhérents à voter pour est-ce qu'on vote Macron ou pas au second tour. Rappelez-vous ce qu'il dit en 2022. Pareil, pas une voix de la Marine Le Pen, mais il appelle jamais à voter pour Emmanuel Macron. Donc il y a un moment donné, la responsabilité, elle est partagée de tous les côtés. Elle est partagée. Plus personne ne veut du Front républicain. Macron a une légitimité présidentielle qu'a pas Jean-Luc Mélenchon et Macron n'a pas le même. La différence, c'est que il n'y a pas d'un côté un Front républicain, quelque chose un peu dans le ciel, c'est le diable, c'est le Rassemblement national, c'est l'extrême droite, c'est des gens concrets en fait. Des millions de gens qui juste se sont dit cette fois-ci on va se bouger, on va aller voter et on en a marre de nous expliquer que c'est bien, c'est pas bien. Et là la grande différence qui va se passer, c'est que va y avoir un bilan du côté du Rassemblement national, il y a 89 députés, qu'ils ont l'air plus respectables du côté de la NUPES, déjà même en point de vue d'affichage ils le font mieux. La NUPES effectivement on se croyait, pour reprendre l'expression de Bardella, à la ZAD, et ça c'est mon côté taquin, et eux ils viennent en cravate, en costume, ils disent qu'ils vont être constructifs, etc. Pendant 5 ans, ça va pas faire marcher la poutre, ça va la couper la poutre. Et donc, et quand on voit Gérard Larcher qui dit, il faudrait que la présidence de la Commission des Finances revienne à quelqu'un du Rassemblement national, ça montre quoi aussi? Ça montre l'hypocrisie où avant, ils essayaient de dire c'est la même chose ou le RN c'est contre, et ils savent très bien que, en fait, le RN est beaucoup moins dangereux que la NUPES, et d'ailleurs c'est l'argument de la NUPES qui dit dans le fond le RN ils sont avec le système, etc. Parce que ce ne sont pas des révolutionnaires, ce sont des gens qui s'inscrivent dans la 5e République et donc qui ont beaucoup plus de respect des institutions que Madame Sandrine Rousseau qui a dit que dès que Abad arriverait à l'Assemblée nationale ce serait bou bou bou, ça va, on va avoir encore la politique des plats de pâtes du côté de Mélenchon et de l'autre côté va avoir la politique de la responsabilité. Je pense qu'on va bien s'amuser. Tant mieux, il va se passer des trucs. Surtout qu'on ne va pas du tout entendre parler des députés RN du tout. Ça veut dire que, en 2 mots, désolé, je pense que Marine Le Pen a donné un ordre, mettez une cravate et taisez-vous pendant 5 ans. Histoire qu'on se reconstruise. Oui, je pense que de toute façon, elle a compris que la stratégie du silence lui réussissait. Bien sûr. Et tout se passe au niveau du local, au niveau de. Et je suis assez d'accord avec ça. Ça va être des députés. D'ailleurs, c'était la consigne au Parlement européen. Soyez exemplaires et ça fonctionne. Donc travaillez et pas de petites phrases. Ça reste du côté de Marine Le Pen. Allez-y. Mais donc, on va avoir ça d'un côté, puis de l'autre côté, la NUPES qui va sans doute tirailler de tous les côtés parce que très vite ils vont pas être d'accord sur plusieurs sujets. Et puis on a des personnalités qui sont là aussi pour la lumière, donc ça va donner un mélange détonnant. Mais tant mieux, il va se passer des trucs, tant mieux. Et autre aspect intéressant de notre balise IFOP fiduciale, selon vous, quelle formation politique a remporté les élections législatives? On va faire le sondage sur le plateau. Le RN. Alors pour moi, politiquement c'est LR, électoralement c'est le RN. Oh là 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 là, je sais pas, mais. Qui a remporté quand on pose la question aux Français ensemble, le Rassemblement national, la nouvelle la NUPES, j'aurais tendance à dire que c'est ensemble, même si c'est pas un vote d'adhésion particulier. Non, ils répondent ensemble à 46%. Donc c'est très loin de ce qu'on entend sur les plateaux de télé pour les Français. Donc c'est pas une majorité de Français. Mais 46%, c'est quand même majoritaire. C'est normal parce qu'il y a les oppositions contre Macron. Donc d'un côté, il y a un parti unique. Ensuite, c'est le Rassemblement national. Ensuite, la NUPES et les Républicains
4% seulement des gens qui estiment qu'ils ont remporté ces élections. Mais politiquement, c'est eux qui l'ont remporté parce que c'est LR qui va faire l'entre-deux. Même c'est même RN. Dans l'analyse politique, nous depuis le début, c'est RN qui a remporté l'élection. Mais aux yeux des Français, ça reste ensemble effectivement les majoritaires. Merci à tous les quatre pour ces débats. Nous on se retrouve lundi. Un très bon week-end à l'écoute de Sud Radio. N'oubliez pas ce soir la finale du top 14 et puis demain les clés d'une vie consacrées à Yves Coppens que Jacques Pessis avait reçu, qui seront diffusées demain à 21h. Très bon week-end à l'écoute de Sud Radio.